Bienvenue au forum. On aurait voulu avoir un peu plus de personnes, mais apparemment, le 8 mars n'intéresse pas grand monde. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin parmi nous Madame Nadia Aitzai, avocate, militante pour les droits humains et responsable du Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme, le CIDEF. Madame Aitzai, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là avec vous. Partagez. Alors, la journée du 8 mars est une occasion pour évaluer les acquis de la femme en termes de droits juridiques, sociaux et économiques. C'est aussi une halte qui permet de revenir sur la situation de la femme en Algérie. Comment percevez-vous cette situation aujourd'hui, Madame Aitzai? Alors, la situation des femmes en Algérie. Bon, c'est vrai que le 8 mars, c'est cette journée internationale des droits des femmes, est une journée qui nous permet de faire un état des lieux, des acquis. Parce que quand je parle d'acquis, quand on parle des droits des femmes, quand on parle de journée internationale, ça veut dire que les femmes ont toujours lutté pour avoir des droits, pour qu'on leur reconnaisse des droits et pour qu'elles soient citoyennes. On n'a pas besoin de remonter dans le temps pour le savoir. Je dis chez nous, en Algérie, il faut remonter à 62, à l'indépendance, où les droits égaux, égalité était inscrit dans la Constitution. Dans les différentes constitutions, on reconnaît à la femme la qualité de citoyenne. Dans les différentes constitutions, on a inscrit l'égalité devant la loi. Et je reviendrai sur cette expression égalité devant la loi. Quelle différence il y a avec égalité en droit? Donc, nous savons que l'égalité est un principe virtuel. C'est vrai que la Constitution nous reconnaît des droits économiques, sociaux, culturels, politiques. Mais en étant virtuel, cela veut dire qu'il faut que cela se retraduise dans les lois. Et il faut que l'égalité se construise. C'est vrai, le principe existe, il est virtuel, mais il faut qu'il se construise. Comment il se construit? D'abord par son énonciation dans les droits sociaux. Aujourd'hui, l'Algérie a construit une législation où elle reconnaît des droits sociaux aux femmes, particulièrement le congé de maternité, un certain nombre de droits liés au travail, à la profession, il y a l'égal accès au travail. Donc ces droits sont énoncés, mais lorsque l'on voit la réalité des choses, lorsqu'on voit ce que nous propose le terrain, sur 10 ou 11 millions de populations actives, on a à peu près ce que nous dit l'ONS, 2 millions de femmes qui travaillent, 18% de femmes qui travaillent. C'est très peu. Alors que les filles qui sortent de l'université sont plus nombreuses que les garçons, où vont-elles? Elles se perdent sur le marché du travail. Donc, si les lois sont là, sont égalitaires, dans la pratique, il est difficile de construire cette égalité quant à l'accès au marché du travail ou à certains droits. Ce que nous pouvons aussi dire, c'est qu'en termes d'acquis, l'Algérie n'a jamais fait de distinction entre les hommes et les femmes dans ses politiques publiques. Politiques publiques, en fait, qui sont là et qui vont aussi se retraduire dans les textes juridiques. On n'a jamais fait de distinction entre les hommes et les femmes, par exemple, lorsqu'il s'agit, je vous donne un exemple, les coups et blessures. Que ça soit une femme ou un homme, la sanction est la même. Or, dans la réalité, il y a des femmes qui se font violenter, il y a des femmes qui sont battues. Donc, à un moment donné, il faut que la loi particularise. À un moment donné, il faut que l'on protège cette catégorie de femmes battues.
femmes, filles, enfants. Donc, il faut légiférer. Et c'est ce qui a été fait, un peu tardivement, mais ça a été fait en 2015. Ce qui peut aussi nous mener vers des acquis, c'est que dans l'espace public, la femme est l'égale de l'homme, la femme est égale en droit et devant la loi. Mais la discrimination, je pense, la plus criarde est la discrimination qui naît du Code de la famille. Vous avez un article qui vous dit égalité constitutionnelle, égalité des hommes et des femmes devant la loi, donc c'est une égalité de traitement. Qui dit égalité de traitement, c'est une égalité matérielle. On va essayer de faire en sorte que les riches et les pauvres aient les mêmes droits. On va essayer de faire en sorte que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. Or, on va se rendre compte dans la pratique, par exemple, dans le Code de la famille, les hommes et les femmes n'ont pas le même traitement. On ne les traite pas de la même manière. Donc, vous voyez comment une disposition constitutionnelle peut se retraduire sur le terrain et peut être défavorable aux femmes. Et là, après, bien sûr, si on analyse le Code de la famille, qui heureusement a connu des modifications en 2005, qui heureusement a introduit le principe d'égalité entre les époux, qui heureusement a abrogé la notion de chef de famille, du devoir d'obéissance. Donc les époux gèrent la famille ensemble, éduquent les enfants ensemble, mais cet article-là, cette égalité-là ne se retraduit pas dans les autres dispositions. La femme ne peut pas être en même temps, aussi bien qu'avec l'homme, tutrice de ses enfants pendant le mariage. Il faut attendre le divorce pour qu'elle soit tutrice de ses enfants. Et je vous passe les autres inégalités ou les autres discriminations qui sont dans le Code. La femme qui se remarie perd la garde. La femme qui divorce n'a pas systématiquement le droit au logement. Elle a juste un loyer. Et le montant du loyer qui ne permet pas d'aller louer. La pension alimentaire dont le montant est dérisoire. Donc il y a un certain nombre comme ça de dispositions qui n'ont pas suivi l'égalité qui a été introduite dans l'article 36 du Code de la famille, qui mérite encore d'être revu et d'être reconstruit sur la base de cette égalité. Je crois qu'aujourd'hui, si on parle d'égalité, c'est l'égalité en termes de droits sociaux, en termes de droits économiques, avoir le même traitement, avoir droit que les femmes aient le droit à des prêts, que les femmes aient le droit à l'accession aux terres, puisqu'aujourd'hui on parle de femmes et entrepreneuriat, donc que les femmes puissent avoir accès aux outils qui lui permettent d'aller créer une entreprise. Les droits politiques, oui, ils existent. L'Algérie a ratifié la Convention sur les droits politiques en 2004. Oui, il a fallu attendre 2012 pour avoir la loi sur le quota, mais celle-ci doit être revue parce que les 30% sont grignotés, ont été grignotés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à 30% de femmes au Parlement, mais nous en sommes à 26%. C'est que quelque chose dans l'application de la loi, il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises ni bien écrites. Les droits culturels, bon, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Les femmes sont dans l'art, les femmes sont dans la création, les femmes sont dans l'accès à ce droit-là, en principe, ne pose pas beaucoup de problèmes, mais c'est un droit qui permet à la femme de s'épanouir, de créer, de pouvoir être présente dans l'espace public. C'est ça qui est important, parce que l'égalité, c'est aussi l'accès à l'accès public. Comment peut-on
investir l'espace public? Comment peut-on faire en sorte que cette égalité soit aussi dans l'espace privé? Comment l'espace privé, qui est la famille, peut être protégé par l'État? Donc les droits sociaux, les droits économiques, les droits politiques, les droits culturels, ce sont des droits qui permettent à la femme d'être l'égale de l'homme dans l'espace public. C'est des droits qui permettent à la femme d'être disons, comme on dit, voilà, j'oublie le terme, mais ça permet aux femmes de bénéficier de cet espace-là, de bénéficier de cette possibilité d'y accéder, mais cette possibilité d'y accéder est souvent freinée par un comportement qui souvent la rejette, un comportement qui vient soit des interdictions de la famille, un comportement qui vient soit même des hommes dans la rue, puisqu'elles sont harcelées, et heureusement que le code pénal en 2015 a permis l'incrimination du harcèlement dans la rue, a permis l'incrimination de la dépossession des biens de la femme, parce que ça aussi c'est important. Comment nous en sommes arrivés là? On s'est aperçu que dans la grande majorité des cas, les femmes se font déposséder de leurs biens, un titre de propriété et même leur salaire. Or, le législateur a bien été clair, il a dit il faut protéger les femmes. Mais c'est vrai que le législateur est là pour protéger les femmes, mais les femmes doivent faire aussi un effort considérable pour pouvoir être au fait de l'existence de ces lois, de l'existence de cette protection, et être aussi au fait de la possibilité qu'elles ont de se défendre. Ce qui n'est pas souvent le cas. C'est pourquoi vous allez voir que certaines associations ont des centres d'écoute, font dans la sensibilisation, font dans la vulgarisation pour que les femmes et les hommes, parce que nous sommes dans cette égalité, femmes et hommes, doivent connaître leurs droits pour pouvoir les exercer. Nous avons un article dans le Code civil qui dit qu'à partir de 19 ans, toute personne qui jouit de sa capacité juridique, à 19 ans, jouit de la capacité juridique, exerce ses droits. Et vous allez voir encore une fois que si la Constitution et le Code civil nous permettent d'avoir des droits, de jouir des droits, d'exercer des droits, dans ce que le Code pénal a introduit en 2014 en incriminant la discrimination, parce que c'est important d'incriminer la discrimination, et ceci est conforme aux conventions internationales que l'Algérie a ratifiées, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, où dans cette convention, on rappelle les droits sociaux, économiques, culturels et politiques des femmes, et où dans cette convention, on fait obligation aux États de lever toutes les discriminations faites aux femmes, et où la définition de la discrimination est inscrite. C'est ce qu'a fait l'Algérie en incriminant la discrimination dans le Code pénal en 2014, en définissant la discrimination, qui dit que c'est lever tous les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine, mais aussi l'exercice des droits socio-économiques, culturels et politiques. Mais cette définition a omis d'inscrire les droits civils. Et cette omission des droits civils, on va parfois la retrouver dans la Constitution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la rédaction de la nouvelle Constitution, il faut peut-être que l'on revienne à tous les droits, sans exception, à tous les droits civils dont vont jouir les citoyens, les femmes en particulier, et dont les femmes pourront aussi les exercer
sur le terrain. Il faut revenir aussi sur la légalité, qui est un principe constitutionnel. Nous ne sommes pas uniquement les égales de l'homme ou du citoyen mâle devant la loi, mais nous devons être aussi l'égal de l'homme en droit. Donc, il faudrait que la rédaction de cet article-là soit égalité en droit et devant la loi. Donnez-nous la différence, être égal en droit et devant la loi. C'est quoi la différence? Alors, la différence, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis l'égal de l'homme devant la loi, je peux, oui, je vous l'ai dit que c'était une égalité de traitement. Je vais en principe être traité de la même manière que l'homme. Si la loi est elle-même égalitaire, nous pouvons avoir les mêmes droits. Par exemple, je paye les impôts comme le paye l'homme. Mais si je vais dans le code de la famille, je n'ai pas le même traitement. Vous voyez, l'homme a plus de droits que moi dans la famille. Voilà, c'est par rapport au code de la famille. Donc aujourd'hui, cette égalité de traitement n'est pas la même lorsque le code de la famille est appliqué. Lorsque j'ai une épouse qui veut faire une autorisation pour son enfant pour faire du sport, elle ne peut pas. Lorsque j'ai une mère de famille qui doit d'urgence emmener son fils à l'hôpital pour se faire opérer, elle ne peut pas. Lorsque il faut qu'on lui fasse un passeport ou qu'elle lui ouvre un compte ou qu'elle-même peut retirer de l'argent, elle ne peut pas. Bon, voilà. Donc c'est le fait que les époux sont égaux selon ce que me dit le code de la famille. Ils sont égaux dans la gestion du ménage, mais ils ne sont pas égaux dans la tutelle ou dans le droit qu'ils ont par rapport à leurs enfants. L'homme a plus de droits dans ce qu'il a de relations ou de responsabilités juridiques par rapport à l'enfant. Donc vous voyez pourquoi l'égalité de traitement est souvent inégale par rapport à l'exercice des droits. Et qu'est-ce qui doit être changé dans la nouvelle constitution, Madame Aitzai? Dans la nouvelle constitution, je pense qu'il faut qu'on soit très explicite en matière de droits et libertés. En matière d'égalité, il faut qu'on nous pose des principes clairs et précis. Si on parle d'égalité, c'est l'égalité en droit et l'égalité devant la loi, mais qu'on nous introduise l'égalité en droit. La non-discrimination qui existe dans nos différentes constitutions, et il faut qu'elle soit constitutionnalisée, qu'on nous réintroduise les droits civils, c'est surtout par rapport aux femmes, qu'on affirme les droits sociaux, culturels, politiques et civils des femmes. Ça, c'est aussi très important que les droits civils soient réintroduits et soient nettement bien écrits pour que l'on puisse comprendre que l'Algérie se conforme non pas uniquement aux conventions internationales, mais aussi à la réalité sociale de notre pays. La société algérienne évolue. La société algérienne, et pas uniquement société, mais même les pouvoirs publics font un effort considérable pour que la femme ait accès à la santé, à l'éducation, à un certain nombre de droits qui sont là, et que la femme est très présente. Elle est très présente. Si on voit les chiffres, elles sont à plus de 45% dans la fonction publique, elles sont à plus de 35% dans la magistrature, elles sont à peu près à 50% dans l'éducation et la santé. Donc vous voyez que dans les efforts qu'a entrepris l'État pour ne pas faire de différence entre les femmes et les hommes, il y a des résultats qui sont apparents et parlants, mais nous sommes encore dans des inégalités qui sont criardes et qu'il faut traquer
puisque dans le travail, elles ne sont pas suffisamment présentes. 18%, c'est peu, et c'est même peu par rapport à d'autres pays qui nous sont voisins. Il faut aussi éliminer tout ce qui entrave l'épanouissement des femmes. Quand vous avez une femme, il faut dépoussiérer nos lois. Quand vous avez une femme qui est violée ou une fille qui est violée et que vous avez un article dans le code pénal qu'on va utiliser pour proposer à la femme d'épouser ce violeur, n'est-ce pas un deuxième viol qu'on entreprend? N'est-ce pas une deuxième violence à l'égard de ces victimes qu'il faut protéger, qu'il faut reconstruire, qu'il faut aider à se développer et à se réinsérer? Vous avez des catégories vulnérables dans cette société qui sont les femmes, les mères célibataires, les enfants abandonnés qu'il faut encore prendre en charge. Vous avez des lieux d'accueil qui existent mais qui ne sont pas suffisants. Voilà, donc nous sommes dans un pays où l'État fait des efforts pour prendre en charge les personnes vulnérables, particulièrement les femmes, mais les mécanismes et les moyens de prise en charge sont encore faibles, sont très peu présents pour pouvoir permettre aux femmes de se reconstruire. Et c'est dû à quoi, Maître Aïdzaï? Les lois sont là, la légalité est là dans les lois. Pourquoi tous ces obstacles? Est-ce que ce n'est pas une question de mentalité? Vous savez, c'est entre la mentalité et les programmes politiques ou les politiques publiques. Les mentalités, moi je dis, et j'ai toujours dit, dans notre pays, on peut fabriquer n'importe quelle mentalité et on en a fabriqué beaucoup. Depuis l'indépendance, on a été socialiste, on a eu une mentalité de socialiste. On a fabriqué une mentalité islamiste, on a fabriqué une mentalité islamo-libérale, conservatrice, ce que vous voulez. Donc tout dépend de la politique publique. Si demain ou aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui, je ne vais pas attendre demain, si aujourd'hui j'ai un personnel politique qui va me dire nous prenons en charge cette égalité entre les hommes et les femmes, nous prenons en charge les problèmes qui existent dans notre société concernant cette catégorie de femmes. Ne pas avoir peur, parce que toutes les fois que l'on parle des femmes, ça fait peur. Toutes les fois qu'on va dire je vais régler le problème des mères célibataires ou je vais aider les mères célibataires à se réinsérer, vous avez une frange de la population qui vous dit si vous le faites, c'est que vous allez encourager voilà, à ce qu'il y ait plus de ceci, plus de cela. Quand il y a eu le fonds de garantie de la pension alimentaire, vous avez vu tout le tollé qu'il y a eu, vous allez encourager le divorce. Quand il y a eu l'incrimination de la violence à l'égard des femmes, vous avez vu tout le tollé qu'il y a eu. Mais qui doit mettre fin à ça? Qui doit changer les comportements? Qui doit changer les rôles sociaux? C'est la politique publique. Aujourd'hui, moi, ce que je demande à mon personnel politique, à mes gouvernants, c'est de ne pas avoir peur de poser, comme il n'a pas peur aujourd'hui de poser un certain nombre de problèmes qui sont demandés par la population. Aujourd'hui, moi je dis en tant que femme, voilà les problèmes que je pose, voilà, on peut donner des solutions, mais le personnel politique n'a pas à me considérer comme un enjeu politique, n'a pas à me considérer comme une catégorie qui fait peur, n'a pas à me considérer comme quelqu'un qu'il faut oublier, n'a pas à me considérer comme quelqu'un qui n'existe pas. Parce que demandent les femmes? C'est d'être des citoyennes. Que demandent les femmes? C'est d'exister. Lorsqu'une femme victime de violence commence à parler, elle commence à exister. Lorsqu'une femme commence à dire voilà mes droits et dans l'entreprise, lorsqu'elle est harcelée, lorsqu'elle dit mais il faut arrêter de me harceler, je dénonce le harcèlement sexuel, j'existe. Ça veut dire que je redeviens quelqu'un, une citoyenne qui est en train d'exercer ses droits. Et là, je ne vois pas en quoi
parce que je suis femme, on doit avoir peur de ma demande. Parce que je suis une femme, on doit dire non, c'est pas le moment. Non, il faut attendre. Non, attendez, vous avez ce courant qui n'est pas d'accord. Non, moi je vois par exemple dans actuellement, qu'est-ce qu'on nous a proposé par rapport à la prise en charge des femmes ou par rapport à une politique qu'on doit élaborer. Je n'ai pas vu grand-chose. J'ai le regret de dire que j'ai cherché dans le programme politique actuel, il n'y a pas grand-chose concernant les femmes. Il y a une ligne, je pense, c'est les femmes qui travaillent à la maison. Je ne sais pas ce qu'on veut leur proposer, mais les femmes en tant que citoyennes, les femmes en tant que partie intégrante de cette société, qui travaillent, qui ne travaillent pas, qui ont des problèmes à l'accès, même beaucoup la santé, des femmes qui viennent de loin dans l'intérieur du pays pour aller accoucher dans un endroit, elles doivent faire 100 km pour accoucher parce qu'elle n'a pas le lieu adéquat proche de chez elle et qui meurent en cours de route. Moi je dis ce sont des problèmes qu'il faut prendre en charge et qui ne doivent pas faire peur. Est-ce que ce n'est pas parce que le programme actuel politique, est-ce que c'est pas parce que la femme est considérée l'égale de l'homme qu'on propose pas rien de particulier pour la femme? Non. Peut-être, parce que ça a toujours été une politique que de dire, moi, le programme que je propose, c'est pour tout le monde. Exactement. Ça, ça fait partie des mentalités, hein, la mentalité politique, de nous dire, mais non, attention, moi, les programmes de santé, et encore, le programme de santé parle de la mère et l'enfant. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, il faut particulariser. À un moment donné, il faut mettre en évidence la prise en charge de cette catégorie qui est les femmes dans ce pays-là. Oui, on a tendance à dire le programme proposé, c'est pour les hommes et les femmes. Non, mais il y a des moments où ce qu'on doit offrir aux femmes ou ce que l'on a oublié d'appliquer pour les femmes dans cette affirmation qui est de dire il n'y a pas de différence, alors dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de différence, soyons l'égal de l'homme dans la famille, dans le code de la famille. Moi, quand on me dit, on m'affirme une affirmation de dire tous mes textes, toutes mes politiques ne font aucune différence entre les hommes et les femmes, il faut donc le prendre tel quel. Non. L'argument qui est donné actuellement concernant le code de la famille, c'est la religion. Ok, on peut en parler. D'abord, ce n'est pas la religion. Oui. Donc, il faut être clair que la religion, c'est une philosophie, la religion, c'est un comportement, la religion n'est pas... C'est un ensemble de textes. Elle ne peut pas être un obstacle, Maître Zaï, concernant l'égalité des femmes? Ce n'est pas la religion qui peut être un obstacle ou pas. C'est le droit musulman qui est la source du code de la famille. Et le droit musulman, c'est une œuvre humaine. Le droit musulman, qui est la source de notre code de la famille, relève de l'école malékite. L'imam Malek a élaboré son corpus juridique organisant la famille. Et ce corpus juridique qui était soumis à une époque jusqu'au XIIe siècle à l'Ijtihad, s'est arrêté au XIIe siècle. Donc, ces règles juridiques qui aujourd'hui sont la source de notre droit de la famille, sont des règles figées au XIIe siècle et qui nous ont proposé un modèle de famille qui n'est pas du tout celui que nous connaissons aujourd'hui.
On nous propose la modèle de famille élargie dans le code de la famille. Aujourd'hui, nous avons une famille nucléaire. Absolument. Et même l'État, dans ses politiques publiques, il construit des appartements à 2-3 pièces, pas plus. Si vous avez 4 pièces, vous avez de la chance. Donc, vous voyez ce dysfonctionnement entre ce que prévoit un droit musulman datant du XIIe siècle, où c'est pas lui qui date du XIIe siècle, c'est la fermeture de l'ijtihad au XIIe siècle, et un texte qui est le code de la famille qui s'est construit sur le droit musulman, le fiqh. Et encore, dans notre code, il y a des règles qui n'ont rien à voir avec le droit musulman. Elles n'ont absolument rien à voir. Vous prenez le logement. Dans quel article il y a? Absolument. Il n'y a rien. Au divorce, le logement revient au mari. Il n'y a pas ça dans le droit musulman. Même la garde de l'enfant lorsque la mère se remarie, il n'y a rien dans le droit musulman. Le témoignage, par exemple. Le témoignage, aujourd'hui, qu'on interdit aux femmes. Lorsqu'on vous dit il faut 2 femmes pour un homme lorsque vous allez à la mairie et à l'état civil. Le verset du Coran, qui ne peut pas être un verset, qui ne peut pas être une source directe du droit. Le Coran fait partie d'un certain nombre de sources comme la Sunna, l'Ijma', le Qiyas, qui ont fait les règles du droit musulman. Aujourd'hui même, ce témoignage qu'on interdit aux femmes, 2 femmes pour un homme, n'est pas, même quand on va vers ce verset du Coran, le verset du Coran parle d'une situation claire. Il s'agit du droit civil et il s'agit des dettes. Des dettes. Ça veut dire, lorsque une femme est présente dans le prêt d'une somme d'argent, et on dit, parce qu'il faut replacer le verset du Coran dans son contexte, et on dit, il faut peut-être le témoignage d'une 2e femme pour bien, qu'est-ce que ça a à voir, l'esprit de ce verset, avec l'interdiction faite aux femmes de venir témoigner dans un acte d'état civil? Et je vais vous dire, depuis 2014, c'est bien ça, 2014, je peux vous donner, l'article 33 du Code de l'état civil, qui a changé, parce que le fait de dire les femmes ne témoignent pas, c'est venu, il n'y a aucun texte qui le dit, c'est venu suite à une circulaire du ministère de la Justice en 84, lorsque le code a été voté. Cette circulaire a été envoyée aux notaires et aux APC pour leur dire ne prenez plus les témoignages directs des femmes. Donc vous voyez que déjà, dans notre droit, il n'y a pas de base légale, une circulaire. Aujourd'hui, le Code de l'état civil, depuis 2014, dans son article 33, me dit, je vous confirmerai l'article, me dit, pour tout acte d'état civil, les témoins peuvent être choisis sans distinction de sexe. Depuis 2014, il n'y a pas une semaine, ma voisine est allée se faire un simple petit papier, parce qu'elle est veuve, un simple petit papier comme quoi elle ne s'est pas remariée. C'est mon frère et ma belle-sœur qui sont partis. On a rejeté ma belle-sœur, on a dit à ma voisine, le verset du Coran a dit, regardez, alors que nous sommes dans une république où le droit positif est applicable, on lui a dit non, il faut 2 femmes pour un homme. Elle a trouvé une 2e femme. On lui a dit non, l'imprimé c'est pas écrit 2 femmes. Voilà. Voilà où nous en sommes. Et ça, on revient vers la sensibilisation, vers la vulgarisation, vers la connaissance des textes, de la production des textes que nous avons. Donc, d'après vous, ce sont les lois qui doivent faire la société et pas le contraire? Oula, oui, il fut un temps dans notre pays où la production de notre corpus législatif était un corpus qui essayait de tirer l'Algérie, les Algériens, vers le progrès, vers la modernité. Oui, il fut un temps. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas depuis 80-84.
où les lois aujourd'hui se conforment à la mentalité, se conforment à la réalité sociale, aux comportements qui ne sont pas toujours des comportements égalitaires. C'est pour ça que moi je dis, à un moment donné de notre histoire, dans notre société, il y a eu la société qui a créé ses propres règles. Absolument. Et le politique qui s'est éloigné de la société. Le politique qui n'a pas pu accompagner la société. Le politique qui n'a pas pu construire des relations pour changer la mentalité, pour changer le comportement des Algériens, notre comportement, que ce soit hommes et femmes. Donc, voilà, oui, c'est ambivalent. Nous sommes dans une ambivalence qui est celle, et c'est l'ambivalence dans laquelle se trouvent les femmes. Nous sommes dans une dichotomie de statut. Nous sommes citoyennes dans l'espace public et nous n'existons presque plus dans l'espace privé qui est la famille. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, تفضل. Micro, et présentez-vous s'il vous plaît. السلام عليكم. مدام، في الدستور الجديد كيف راح تدفعوا بالمرأة، أو يعني كيفاش انتم كمنظمات حقوقيه تدافع على حقوق المراه كيفاش راح يعني ترميوا بثقه للمراه في الدستور الجديد؟ يعني لو كانت تقدري برك تعطيها لي بالعربيه حتى يفهم مشاهدنا العربي هذا ممكن، او بالدرجه معليش. معليش. الوغ في هذا الدستور الجديد كيفاه نشوف دور المراه، لان في الدستور راح يكونوا حقوق وحريات المواطنين. دونك انا كمراه الى نبان باللي راني مواطنه، دونك بوتيت في المصطلحات الى نستعملوا مواطن مواطنه، لان هذا الدستور راح يكون يفا سادريسي، راح يكون موجه للمواطنين، ولكن في هذا الاستعمال مواطنة ومواطن. دونك رانا في حقوق وحريات. المساواة كما قلت ما يلقش تكون إلا مساواة أمام القانون، لأن لما نتكلموا على المساواة أمام القانون في بعض الأحيان وين راح يكون تمييز في ممارسة هذا الحقوق. إلى نزيدوا لها مساواة في الحقوق، دونك أمام وفي الحقوق. فيه هذا في الحقوق والحريات. وما بعد الحقوق راح تكون نفسها في الشغل، المساواة في السياسة، في المناصب وفي مسؤولية في المناصب السياسية وفي المناصب الإدارية كمسؤولات حقيقية، لأن نتكلموا على الكوتا، واليوم راح نتكلموا على المساواة. ما يلق نزيدوا لها la parité, comment on dit la parité, المناصفة. نوصلوا للمناصفة في السياسة وفي الشغل. الدستور القديم او ما زالوا راهو رانا نشتغلوا به، يتكلم على المناصفة في الشغل، والدولة والحكومة عندها إجبارية أن تخلق قانون لتتكلم على مناصب في المسؤولية في الإدارة وفي المؤسسات. رانا في انتظار هذا القانون. خديناه لما تكلمنا على السياسة،
اليوم رانا عندنا 30%، ولكن من في هذا الشيء من في السياسة نطلبوا باش تكون المناصفة، لأن لما تكون المناصفة وإحنا على بالنا باللي مكان المرأة في السياسة هو متعلق بإرادة الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية هي اللي تقبل تحط نساء في القائمات أو لا، ولكن لما يكون قانون، هذا القانون هو راح يخلي الحزب السياسي في وضعية وين يلزم عليه أن يحط 30 أو 50% نساء. دونك نطلبوا بالمناصفة في السياسة وفي الاقتصاد. هذا لحقوق والحريات. بيان سور عندنا حرية الانتقال، هذه موجودة للنساء كما الرجل لما تكون راشدة. احنا على بالنا لما نكونوا قصيرين كنا قصيرين راح نكونوا تحت وصاية الأبوين، ولكن لما نكونوا راشدين فيه حقوق اللي يمارسها الرجل تمارسها المرأة، وخاصة في الشغل في الانتقال وفي حقوق الإنسان. هو كيف هذا المساواة، كيف هذا الدستور اليوم راح يكرس لنا حقوقنا أساسية، ولما يلاق نتكلموا على المواطنات يلاق نكتبوها ونحطوها في الدستور. Bien. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Comment expliquer que les femmes restent aujourd'hui loin des instances de décision? Pourquoi? C'est parce que tout simplement, il s'agit de volonté politique. Maintenant, quand il y a des lois qui disent qu'il faut tant de femmes dans les postes de décision, pourquoi je parle de parité? C'est parce que c'est pour permettre pour qu'il y ait plus de femmes dans les postes de décision. Ces lois ne sont pas appliquées? Pas du tout, parce que la Constitution de 2016 me dit parité sur le marché du travail, et ensuite on me met un alinéa où on me dit l'État est dans l'obligation donc d'œuvrer pour qu'il y ait plus de femmes dans les postes de décision et de responsabilité dans l'entreprise et dans l'administration. C'est l'article 36, je crois. Et comme pour le politique, il n'y a pas encore eu de loi. La politique, nous avons eu la loi pour le quota, mais pour les postes de décision, eh bien, depuis 2016-2017, on attend cette fameuse loi, ce projet de loi qui n'est pas encore... Je ne sais pas ce que va nous proposer cette nouvelle constitution, mais j'espère que ça va être repris, mais réécrit autrement. Moi, je dis, dans une constitution, on n'a pas besoin de faire des phrases et des paraphrases. Dans les droits fondamentaux, il suffit juste de mettre une phrase où on va garantir les droits et libertés. Et éventuellement, lorsqu'il s'agit de choses de ce genre, parité et égalité, l'expliciter pour qu'on n'ait pas à dire non, on va le comprendre de telle manière. Aujourd'hui, on le voit, combien de femmes nous avons ministres? Ils sont 4, 5 sur 38. Vous pensez que, voilà, femmes Wali, nous avons 11% de femmes qui sont dans les postes de décision. Voilà. Je vous invite à voir Femmes algériennes en chiffres que nous produisons tous les 2 ans pour voir où en est la situation des femmes dans notre pays en termes de chiffres. C'est ça qui nous permet de voir les inégalités, de les traquer et de les corriger. Donc, vous allez le trouver en matière de santé, en matière de travail, en matière politique, sur la violence. Et nous avons mis en évidence ces inégalités et même proposé à ce qu'il y ait des changements. Donc, d'abord, il s'agit de volonté politique. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans les postes de décision. Ce qui avait été, il y a une régression. On était, depuis les années 2014, on était sur une voie ascendante de nomination des femmes à des postes de décision.
eh bien, depuis 2 ou 3 ans, on est dans une position descendante où il y a très peu de femmes. On est à 11%, c'est très peu. Il faut une volonté politique, il faut la loi qui dit tant de femmes dans les postes de décision. Il ne faut pas oublier que le quota, ce n'est qu'une mesure temporaire avant d'arriver à la parité. C'est pour ça qu'il faut poser les principes de parité. المناصفة إلى تكون موجودة في السياسة وفي الشغل والمناصفة هي إلا وسيلة لبناية المساواة. Ce n'est qu'un outil qui va nous permettre de construire l'égalité lorsqu'on va parler de parité. Le quota, c'est une mesure temporaire qui nous permet, c'est le palier, c'est le, comment on dit, c'est la marche. Et c'est ce que me dit la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination. Bien. Que l'Algérie a ratifié. Oui, allez-y, madame. Est-ce que les femmes algériennes sont conscientes des violences qu'elles subissent, par exemple, au sein de... Est-ce que les femmes algériennes sont conscientes des violences qu'elles subissent, par exemple, au sein de la famille, ou bien des droits ou des changements qu'il y a eu au niveau légal, comme vous avez cité tout à l'heure, qu'elle n'est plus obligée d'obéir à son mari, qu'il n'y a plus de chef de famille? Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation et d'information pour les femmes? Et surtout aussi pour les enfants, parce que je pense que si on va avoir un changement dans les mentalités, il faudrait aussi transmettre l'idée d'égalité aux enfants, en particulier aux garçons, c'est-à-dire pas seulement que les femmes prennent conscience de leurs droits et de faire quelque chose pour changer les choses, mais aussi aux garçons et aussi peut-être, et comment faire pour leur expliquer que finalement le patriarcat ou les structures patriarcales discriminent aussi les hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir en Algérie au niveau des enfants pour qu'il y ait un changement des mentalités? Oui. Très peu de personnes sont au fait des modifications du Code de la famille. On sait, les gens savent qu'il y a eu des modifications. Mais vous savez, c'est comme dans un mouvement de foule. Beaucoup vous diront « Ah, on a donné plus de droits aux femmes. Ah, l'homme est discriminé. » Mais on n'est pas allé chercher ce qu'il y a. Quand vous dites, quand vous êtes dans une conférence ou autre et que vous dites la femme, le devoir d'obéissance a été abrogé, les gens ouvrent les yeux grands ouverts. Comment le devoir d'obéissance? C'est ce qu'on appelle en arabe, comment vous l'appelez en arabe? Ah, je ne sais pas. Ta'a ou ta'a. C'est l'essentiel du droit musulman. C'est l'essentiel des règles du droit musulman. Quand vous dites aux femmes et aux hommes ta'a, même aux juges, quand vous dites ta'a a disparu, elle a disparu dans le texte, mais elle n'a pas disparu dans le comportement des uns et des autres. Et ça, c'est une éducation. Et qui doit éduquer? Ce n'est pas uniquement les associations. Nous, on n'a pas assez de moyens. Je peux vous dire, oui, on a vulgarisé les amendements du Code de la famille. Ils sont là. Mais quand vous discutez avec des gens, vous lui dites « ça a disparu », ils sont étonnés. Qui fait « ta'a » jamais? La notion de chef de famille, shkoun, qui est au courant? Même s'ils sont au courant, même les institutions n'ont pas suivi. Quand je dis la notion de chef de famille a disparu, ça veut dire que moi, les imprimés de la banque, les imprimés au niveau des APC, tous les imprimés où il y a chef de famille doivent disparaître. Donc il y a un travail qui doit être fait par les institutions. Les institutions doivent accompagner ce qu'elles-mêmes ont décidé. Quand dans l'état civil, on me dit les femmes et les hommes, sans distinction de sexe, peuvent témoigner dans les actes d'état civil, je dois envoyer, comme on a envoyé à l'époque, en 84, une circulaire pour dire il est interdit. C'est très facile d'interdire.
Mais après, c'est très difficile de revenir sur ces attitudes et interdictions parce que les gens acquièrent un comportement. Et quand c'est les mentalités qu'on fabrique. Ça va être difficile. Et donc ça, c'est un travail à refaire de longue haleine, d'éducation, d'action, de politique, du ministère, des ministères. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je proposerai, c'est que au moins qu'on ait un ministère de la femme. On n'a pas envie d'avoir un ministère de la femme, un ministère de la famille, de la femme, ou alors une instance déléguée à la femme. Mais je préfère encore un ministère de souveraineté, comme ça existe dans les autres pays. Donc, comme on le fait pour les moujahidines, comme on le fait pour un certain nombre de personnes. Donc, voilà, je dis, il faut qu'à un moment donné, on prenne le taureau par les cornes et qu'on puisse faire les choses. Les comportements sont difficiles à changer. La société patriarcale dont vous parlez, vous savez, elle évolue. Il y a des fissures, on a fissuré celui qui va analyser le code de la famille. Rien que dans les amendements qu'il y a eu une fissure du système patriarcal. Donc le système patriarcal, il n'est pas uniquement algérien. C'est les trois religions qui ont formé un système patriarcal. C'est l'homme qui dirige. Et puis c'est sorti de la même région. C'est tribal, c'est ceci. Mais nous, pour quelqu'un qui analyse le code et le code de la nationalité, ont permis de fissurer la société patriarcale. Aujourd'hui, la femme qui transmet sa nationalité à ses enfants, alors qu'on sait comment la nationalité a été appréhendée par l'Algérie, hein, elle se transmet parce qu'on est musulman, elle se transmet parce que c'est l'ANIA, parce que notre arrière-grand-père était algérien et musulman. Ben ça a changé. Donc c'est la grande fissure du système patriarcal. Et ça, c'est important. Donc c'est petit à petit, quand on parle de système patriarcal, de ces fissures, c'est tout simplement pour rendre aux hommes et aux femmes leur place dans une société. Une société ne peut pas être composée uniquement d'hommes. Impossible. Impossible. Tout seuls, ils ne peuvent pas. Hein? Donc, il faut des hommes, il faut des femmes. Il ne faut pas que les femmes, fassent peur. Il ne faut pas que l'on dise si la femme acquiert des droits, bien que Nouchouz, la rébellion, bien que la Halt Nouchouz a disparu du code. Vous voyez? Donc c'est une question d'éducation. Comment faire? Oui, comment faire? Comment faire? Il y a les actions que mènent les associations et il y a des actions que doit mener le ministère de la solidarité, même si c'est par des spots publicitaires, même si c'est... Et puis ça va concerner la violence. Il faut qu'il y ait des spots publicitaires comme ça se fait en France ou ailleurs, en disant ne frappez pas des femmes, vous frappez les femmes, vous avez frappé la moitié de votre société, une femme violentée coûte cher à l'État, ce n'est pas facile. Maître Aïtzaï, vous croyez que la sensibilisation est suffisante dans une société comme la nôtre? La sensibilisation est un des moyens. Après, il y a les actions politiques que va entreprendre l'État. Est-ce que l'État a cette volonté politique de dire aux Algériens voilà la société que je vous propose, voilà la société où vos relations vont être égalitaires, construites sur... C'est ce qu'on attend de la Constitution. Mais la Constitution ne suffira pas à elle-même, puisqu'il faudra modifier les lois. Une fois que j'ai modifié les lois discriminatoires, il faut que je mette en place des politiques publiques. C'est une justice sociale. C'est-à-dire que cette discrimination, elle n'est pas uniquement légale. Elle est aussi sur le plan social. Si je dois donner des appartements aux hommes, je dois les donner aux femmes.
Si je dois déposer un dossier pour avoir un appartement ADL, je dois le permettre aux femmes. Si je dois aller louer dans un endroit, les hommes louent facilement, les femmes doivent aussi louer facilement. Donc tout ça doit être accompagné par l'État, par les institutions de l'État. Je vous ai dit, parce que la société, elle, se protège. Si l'État n'est pas là pour la réguler, pour réguler les rapports égalitaires, la société, elle va se créer ses propres règles. Et c'est ce qu'elle a fait. La société, pendant le terrorisme, a créé ses propres règles de protection. Après le terrorisme, elle est restée sur ces règles et on en a développé d'autres. C'est pour ça que je vous dis, il y a eu cette séparation presque, l'État d'un côté et la société de l'autre. Et il est difficile après pour l'État, pour le politique, de venir réguler. Or, il faut avoir du courage aujourd'hui à avoir des politiques publiques pour réguler les relations, les comportements, changer les rôles sociaux et prendre à bras-le-corps les droits des femmes, ne pas avoir peur et de dire aussi à la frange conservatrice, islamo-conservatrice, qui est celle qui monte au créneau, de lui dire mais la femme est un individu. C'est tout ce qu'elle a besoin, d'être reconnue en tant qu'individu, de citoyenne qui a les mêmes droits. En aucun cas, moi, je vais prendre les droits de quelqu'un d'autre. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je donne juste la parole à un journaliste, après je reviens vers vous. Oui, allez-y. السلام عليكم. محمد شرفي من الشروق نيوز. مدام بك حب عندي سؤال فقط فيما يخص الكوطة اللي ذكرتيها والمطالبة تاعك بالذهاب إلى المناصفة. البعض ينتقد هذه الكوطة ويقول أنه في البرلمان الحالي شهدنا أن هذه الكوطة جابت لنا برلمان الكل يعني ينتقد فيه وخاصة في النوعية، لأنه الأحزاب والمجتمع السياسي في الجزائر ما هوش جاهز، يعني ما كانش مناضلات حقيقية على مستوى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وبالتالي ذهبنا إلى برلمان شوه دور المرأة في البرلمان. ويقولوا أنه المفروض أنه الواجب على المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة أنها تطالب بتكافؤ الفرص وليس بالمساواة، لأنه عندما يكون الرجل والمرأة عندهم نفس الفرص الأجدر واللي عنده لي كومبيتونس هو اللي يبان هو اللي يجد المنصب، بينما المساواة هي إهانة للمرأة أكثر منها أنها منصفة وأنها في صالح المرأة. تعليقكم؟ Oui, votre question en fait reflète le comportement de cette frange de la société, frange politique qui est contre le quota, qui est contre l'égalité. C'est surtout ça. Mais c'est bien de la poser parce qu'on a des réponses. Nous avons des réponses. Alors, vous me parlez d'égalité des chances. Je ne suis pas contre. Quand l'égalité des chances est bien appliquée dans une société, dans un pays où il n'y a pas de discrimination, où il n'y a pas de rejet. Parce que l'égalité des chances, elle ne va pas s'appliquer uniquement aux femmes. Elle va aussi s'appliquer aux hommes qui peuvent se voir rejetés d'un certain nombre de choses et de droits. Donc vous voyez que l'égalité des chances dont vous parlez et qui est jetée à la figure des femmes parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui au Parlement, parce qu'il y a eu quota, vous considérez que les femmes qui sont au Parlement ne sont pas compétentes, ne sont pas militantes ou ne représentent pas la société qu'il faut. Moi je dis non. Je dis, ni les hommes ni les femmes ne représentent réellement la société, ni même mes droits ni vos droits. Donc on sait comment les listes sont faites, on sait comment les gens sont cooptés. J'espère que ça changera, que les réelles militantes, parce que c'est faux de dire il n'y a pas de militantes dans les partis politiques, monsieur, il y en a. Les partis politiques, dans leur grande majorité, sont de mauvaise foi parce qu'ils ont des militantes, mais généralement, ils vont chercher leur mère, leur frère, leur sœur, leur copine, ce que vous voulez, pour qu'elles soient présentes ou qu'elles soient mises dans les listes électorales. Non, les femmes ont des compétences. Moi, je dis que le quota
qui est là permet de rétablir une injustice, permet de construire l'égalité, permet de construire cette égalité et cette parité. Donc il faut que les partis politiques jouent le jeu, il faut que la loi soit là. Les femmes sont compétentes. Maintenant, il s'agit, on ne va pas rentrer dans le débat politique de qu'est-ce que représente le Parlement, qu'est-ce que représente aujourd'hui, et je pense que vous lisez assez, pour dire où nous en sommes dans cette représentativité et dans même l'intérêt qu'accorde ou que nous porte qu'a ce Parlement aujourd'hui. Donc, j'espère que pour les futures élections, nous aurons plus de représentativité en jeunes, en femmes, à la faveur du quota, parce que les jeunes aussi ont besoin de quotas. On les a oubliés du système. Les jeunes aussi ont besoin de quotas, il faudrait qu'ils le demandent, qu'elles soient jeunes filles ou jeunes hommes, pour pouvoir donner une meilleure représentativité de notre société. Mais nous sommes obligés de passer par ce palier. Et il ne faut pas tomber dans le piège des discours du parti politique qui nous disent « Non, vous avez l'égalité. Donc pourquoi vous voulez le quota ?» Mais moi je leur dis « Le quota me permet de construire l'égalité » parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'égalité est un principe virtuel, khayali. Masdar, dusturi, khayali. Wana kifah nibnيه بالقوانين, kifah nibnيه par des mesures temporaires. La mesure temporaire اللي تقدر تعاونني باش نبني هذا المساواة اللي هي خيالية في الدستور فيرتوال هو la mesure temporaire. وهذه la mesure temporaire نستعملها حتى نوصل للمساواة، حتى نوصل 50-50 في البرلمان. Est-ce que vous estimez que le quota des 30% octroyé aux femmes dans les assemblées élues répondent aux aspirations de la femme? Est-ce que c'est suffisant, justement, pas du tout, pour parler du quota? Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la parité. Il faut qu'il y ait la parité. D'abord, il faut que ça soit inscrit dans la parité en politique et dans le travail, dans l'espace économique aussi. Et cette parité doit être suivie d'une loi qui doit dire 50-50% et non pas 30%, exactement. 50% de femmes au Parlement, et vous verrez que la donne va changer. Et vous verrez que ça va être un Parlement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus représentatif de la société. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui parlent au nom et à la place des femmes, et en plus, ils me donnent leurs sentiments. Ce n'est même pas l'expression de mes droits, c'est leurs sentiments. هذا ما حبش لا ميكسيتي يقول لك انا ضد لا ميكسيتي، هذا حقوق، هذا حق، هذا كمان هذا حق راهو خرج من تطبيق القانون الجزائري وهو راهو مسؤول. Est-ce qu'on arrivera un jour à ce 50%? Est-ce qu'on arrivera un jour à ce 50%, maître Ezaï? Moi, je l'espère, et c'est pour ça que j'interpelle aujourd'hui nos décideurs politiques qui ont très peu dit sur l'égalité dans leur programme politique, qui ont très peu dit sur quelle est la place de la femme dans notre société, qui ont très peu dit sur les programmes politiques hommes, femmes, dans notre société. Moi, je les interpelle aujourd'hui pour qu'ils n'aient pas peur de me dire quelle est ma place dans cette société avec l'homme, puisque nous sommes en train de la construire ensemble. On va vers une nouvelle république, eh bien, construisons-la à deux. Mais jusque-là, je ne vois pas ma place dans le programme politique qu'on m'a présenté ou qu'on a présenté. J'espère que ça viendra dans une année ou 2 ans, mais j'aurais espéré qu'on me la donne au moment où on a sorti ce programme politique. Bien. Est-ce que, oui, allez-y, madame. Moi, je voulais dire une chose, Nadia. On se connaît, on a eu à participer à des rencontres. Moi, j'aimerais dire, c'est-à-dire, il n'y aura pas simplement que, bon, je remercie aussi Jaled, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on peut débattre et parler, dire et entendre ce qu'il faut dire. Alors, donc, quand on parle de la femme, il ne faudrait pas que ce soit le 8 mars. Moi, j'aimerais que nous faisions des rencontres, parce que c'est vrai, c'est pas ce qui manque. Les associations,
la société civile. La femme, elle participe, elle est de partout. Et là, je pense qu'il est temps de crier fort et de dire, comme on a parlé, vous venez de le dire, le prochain, enfin, cet actuel gouvernement, j'espère qu'il donnera réellement la place qu'il faut. On l'espère. Puisqu'on dit qu'on est Moussawet, comme on le dit. Ça, Alain, envers l'homme, je respecte l'homme, je suis à ses côtés, et lui, pareillement, c'est pas que la femme doit toujours être mise à l'écart. Vous savez, moi, je serais aussi dans cet esprit-là. Vous avez parlé de, oui. Vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on était avec les droits de l'homme. Vous avez relaté. C'était bien parce que c'était pas l'occasion de parler de la femme, et vous avez parlé de la femme avec le président des droits de l'homme, et on était à l'hôtel magistral. Oui, quelqu'un m'a dit la dernière fois, parce que j'avais fait une émission à la radio sur l'égalité, et elle me dit, m'envoie un SMS en me disant oui, c'était très bien, et on avait parlé dans l'égalité dans la Constitution, mais elle me dit est-ce qu'on vous entend et est-ce qu'on vous écoute? Parce que c'est là l'important. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'écoute? On est quand même la moitié de cette population. Je ne suis pas la seule. Je ne détiens pas le monopole de la défense des droits des femmes. Il y en a beaucoup. Et en même temps, moi, j'exprime la voix des femmes qui ne peuvent pas le dire. De la femme victime de violence, de la femme victime de discrimination. Je ne suis pas la seule à le faire. On est nombreuses à le faire. Mais est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous écoute? C'est pas évident. Moi, elle m'a interpellée en me disant, Nadia, mais est-ce qu'on t'entend et on t'écoute? Je dis, je sais pas. Mais moi, mon rôle est celui-là. Mon rôle de la société civile est d'interpeller. Mon rôle de la société civile est d'être un lanceur d'alerte. Je dis, j'alerte, attention, vers qu'est-ce qu'on nous sommes en train de construire? Vous ne pouvez pas nier la moitié de la population, il ne faut pas avoir honte. Mais en même temps, il ne faut pas m'utiliser comme enjeu politique. Voilà, surtout. Je ne suis pas un enjeu politique, je suis une citoyenne. Vous proposez la mise en place d'un ministère ou d'un ministère délégué à la femme, dédié à la femme et à la famille. Est-ce que ça va changer quelque chose, Maître Aïdzaï? D'abord, je veux un ministère souverain. Je ne veux plus de ministère délégué. Très bien. On en a eu un. Donc, carrément un ministère. Un ministère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le ministère va interpeller l'ensemble des autres ministères. Aujourd'hui, tous les ministères, il y a un point focal genre, mais ce point focal genre ne connaît rien aux droits des femmes, ne sait pas quel est son rôle au niveau de ce ministère, parce que l'égalité et l'égalité homme-femme traversent tous les ministères. Traversent tous les ministères. Il n'y a pas uniquement. Et donc le ministère qui serait de souveraineté aux femmes va pouvoir aussi mettre en place des programmes politiques, va pouvoir interpeller le ministère de la Santé, travailler avec le ministère de la Santé, de l'Éducation, un certain nombre d'autres ministères pour pouvoir prendre en charge les droits des femmes. Aujourd'hui, me noyer dans l'expression « je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes », non, aujourd'hui, même l'État parle du genre. Même l'ONS me fait les statistiques hommes-femmes. Elle me dit, voilà combien il y a d'hommes, voilà combien il y a de femmes, et voilà où ça ne va pas. Et donc, moi, en tant que ministère de la femme, je suis là et je propose. Parce que les autres ministères n'auront pas le temps de le faire ou ne voudront pas le faire. Bien, très bien. D'autres questions? C'est bon? C'est bon. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Maître Aïdzaï. Et espérons qu'on vous écoute. Vous savez, on n'est pas militant pour rien. Hein. C'est parce que nous sommes des militants depuis un certain nombre d'années. Donc, bravo à vous. Un jour ou l'autre, ils nous écouteront. Bravo à vous. Merci. Est-ce que je